Ouais. Qui contrôle GTA 6? Est-ce que c'est Rockstar? Est-ce que c'est Take-Two? Les investisseurs? Ou peut-être simplement l'argent? Salut à tous, je suis Merkeba et pour répondre à cette question, il va falloir parler chiffres, argent et surtout des actionnaires. Mais c'est promis, je ne rentrerai pas dans des détails compliqués. Et on va s'en tenir aux faits, à ce qu'on peut raisonnablement en déduire et aussi à quelques hypothèses que je vous préciserai clairement. Et pour commencer cela, on va voir qu'est-ce que Take-Two. Beaucoup d'entre vous savent que Take-Two est la maison mère de Rockstar Games, le studio qui développe GTA, et son capital est divisé en millions d'actions qui peuvent être achetées ou vendues en bourse. Donc Rockstar développe les jeux vidéo, tandis que Take-Two finance ses studios, publie les jeux, communique avec ses investisseurs et présente les résultats financiers. Une petite précision, Take-Two possède plusieurs labels comme Rockstar Games, avec GTA et Red Dead Redemption, mais aussi 2K, avec des jeux comme NBA 2K, Borderlands, Civilization. Ils ont aussi Private Division, où on retrouve des jeux tels que The Outer Worlds ou Kerbal Space Program, et même Zynga pour les jeux mobiles. Et pour revenir aux investisseurs, qui attendent forcément des résultats, le sujet ici étant GTA 6, leur licence la plus rentable et de loin, les marchés sont très sensibles à toute information provenant de Take-Two. Et d'ailleurs, on les attend, hein, ces fameuses informations. Mais bon, ça j'en parle un peu plus loin. Dès lors, une question se pose. Qui sont ces fameux investisseurs qui suivent GTA 6 avec autant d'attention? Et surtout, quelle influence peuvent-ils réellement avoir? Maintenant qu'on sait comment fonctionne Take-Two, une autre question se pose. Qui possède réellement une partie de cette entreprise? Et parmi ses principaux actionnaires, on va retrouver des géants de la finance tels que BlackRock, Vanguard ou State Street. Et leur métier n'est pas de développer des jeux vidéo. Leur métier consiste à gérer l'argent de millions de clients, des particuliers, des fonds de pension, des assurances ou encore des grandes entreprises. Concrètement, le principe est assez simple. Un client confie son argent à BlackRock, par exemple. BlackRock investit ensuite dans des milliers d'entreprises, dont Take-Two Interactive. Take-Two finance ensuite ses studios, notamment Rockstar Games, qui développe GTA 6. Et vous imaginez bien que si ces entreprises investissent dans Take-Two, ce n'est pas du tout par passion pour les courses-poursuites ou encore les braquages. Leur objectif est beaucoup plus simple, obtenir le meilleur rendement possible pour leurs clients. Eh oui, le pognon. Encore le pognon. Les sommes qu'ils gèrent donnent d'ailleurs le vertige. Une société comme BlackRock, qui à ce jour reste la plus puissante, administre à elle seule plusieurs milliers de milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est bien supérieur au produit intérieur brut de certains pays, comme la France par exemple. Alors attention, hein, qu'il n'y ait aucune confusion, cet argent ne leur appartient pas bien sûr, c'est l'argent qui a été confié par ses clients que BlackRock gère pour leur compte. C'était juste pour vous donner un ordre d'idée. En tant qu'actionnaire, ces fonds disposent de droits, et c'est là que ça commence à devenir important. Ils votent lors des assemblées générales, participent à l'élection du conseil d'administration et peuvent s'exprimer sur les grandes orientations de gouvernance de l'entreprise. Du coup, leur influence est loin d'être négligeable. Et c'est un euphémisme. En revanche, il faut distinguer les faits des suppositions. À ce jour, rien ne permet d'affirmer que BlackRock ou Vanguard décident du scénario d'un GTA, des personnages ou des missions. Les choix créatifs restent entre les mains de Rockstar. Mais on est en droit de se poser des questions ou de s'inquiéter s'il y aura d'éventuelles répercussions sur le contenu. Néanmoins, ces investisseurs attendent forcément des résultats et surtout un retour sur investissement. Et lorsqu'on regarde les coûts de développement depuis le premier GTA, on comprend rapidement pourquoi les enjeux financiers sont devenus gigantesques. Et GTA 1 représentait un budget seulement de quelques millions de dollars. Aujourd'hui, on parle de centaines de millions, voire de plus d'un milliard pour GTA 6 selon certaines estimations. Et probablement beaucoup plus. En parallèle, l'industrie du jeu vidéo est devenue aujourd'hui beaucoup plus importante que l'industrie du cinéma en termes de revenus. Et on comprend facilement pourquoi les investisseurs suivent ce secteur avec autant d'attention. Reste alors une question que beaucoup de joueurs se posent. Jusqu'où cette logique économique peut-elle influencer l'avenir de GTA? Les futures mises à jour resteront-elles gratuites? Le modèle économique évoluera-t-il? Et que restera-t-il de l'identité même de la série? Connue depuis toujours pour sa satire mordante sur notre société. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter? Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, il y a plus de questions que de réponses.
Et concernant GTA Online, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions. Et encore que. Par ailleurs, Rockstar communique très peu, et ça on a l'habitude, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne savons rien du contenu du mode en ligne, et à ce stade, tirer des conclusions serait totalement inutile. Cependant, une question me paraît légitime. Le modèle économique. Depuis plus de 10 ans, Rockstar nous a habitués à proposer gratuitement les grandes mises à jour du mode en ligne. Et il faut le reconnaître, c'était une politique plutôt généreuse. Surtout lorsque l'on voit ce qui se pratique aujourd'hui dans une grande partie de l'industrie du jeu vidéo. Et avec un projet dont le coût est absolument énorme, ainsi que des investisseurs qui attendent forcément des résultats à la hauteur de cet investissement colossal, peut-on imaginer une évolution de ce modèle? Peut-être. Peut-être pas. Certes, à ce jour, rien ne permet d'affirmer que les futurs DLC deviendront payants. C'est une hypothèse, rien de plus. Les microtransactions, quant à elles, sont malheureusement quasiment inévitables. Elles font désormais partie du modèle économique de la plupart des jeux en ligne. La différence est qu'elles restent généralement facultatives, personne n'est obligé de les acheter. Par contre, des DLC payants pourraient avoir un impact bien plus important sur l'expérience de tous les joueurs. Une autre question revient souvent dans les discussions autour de GTA 6, celle de son ton. GTA 6 est toujours construit autour de la satire, de l'humour noir et, comme je l'ai dit précédemment, d'une critique très mordante de notre société. Et pour ma part, je suis impatient de voir le contenu, pour voir si les questions autour de ce qu'on appelle le DEI aura un impact sur le scénario du jeu. Car ces dernières années, de nombreuses grandes entreprises ont adopté des politiques mettant davantage l'accent sur des questions de diversité et d'inclusion. BlackRock a lui-même beaucoup communiqué sur ces sujets, même si Larry Fink, son PDG, a depuis adopté un discours beaucoup plus nuancé et affirmé vouloir prendre ses distances avec certains termes devenus très ou trop politisés. Est-ce que du coup cela influencera le contenu de GTA 6 ? En tout cas, à ce jour, rien ne permet de l'affirmer. Et personnellement, je fais plutôt confiance à Rockstar, qui a toujours su conserver une certaine irrévérence, quel que soit le contexte. Et enfin, il nous reste la question de la qualité. GTA 6 a déjà connu plusieurs reports, et d'ailleurs certains y voient un mauvais signe. Pour ma part, je nuancerai un petit peu cette inquiétude, car Rockstar nous a habitués à repousser plusieurs fois ces jeux lorsqu'ils estimaient que ce n'était pas prêt. C'était déjà le cas de Red Dead Redemption 2 par exemple. À l'époque, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, expliquait que l'objectif était d'offrir la meilleure expérience possible, comme c'est le cas aujourd'hui avec GTA 6. Et au final, très peu de joueurs ont contesté la qualité du jeu à sa sortie d'ailleurs. En revanche, le mode online de Red Dead Redemption a connu un accueil beaucoup plus mitigé. Et c'est peut-être là que se situe ma principale inquiétude concernant GTA 6. Finalement, je ne suis pas inquiet pour GTA 6 en lui-même. Je suis davantage attentif à ce qui gravite autour de lui. Les coûts de développement n'ont jamais été aussi élevés, les attentes des investisseurs n'ont jamais été aussi importantes, et l'industrie du jeu vidéo n'a jamais représenté autant d'argent. Dans ce contexte, Rockstar devra réussir un exercice particulièrement difficile. D'un côté, satisfaire ses actionnaires, et d'un autre côté, ne pas perdre ce qui a fait le succès de GTA depuis plus de 30 ans. En tout cas, une chose est sûre, ces réponses, nous les aurons dès la sortie du jeu. Et comme vous tous, je serai bien entendu au rendez-vous. Allez, promis, dans la prochaine vidéo sur GTA 6, on va s'intéresser vraiment au contenu, et plus particulièrement les bagnoles. On va faire avec ce qu'on a à se mettre sous la dent. Et si cette analyse vous a plu, un petit like me fera le plus grand plaisir. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Merci à ceux qui ont rejoint la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao!